Après l'ascension du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, l'influence française sur le continent a commencé à diminuer de jour en jour. Auparavant, la France pouvait exploiter les ressources et les populations, mais après Ibrahim Traoré, nous avons vu un sentiment panafricain émerger en Afrique. Des leaders révolutionnaires se sont levés et ont pris en charge leur pays bien-aimé, le protégeant du pillage occidental. C'est à ce moment que ces leaders se sont retrouvés en tête de liste de l'Occident. Étant donné que ces dirigeants africains ont entravé l'Occident en Afrique, les supprimer, les remplacer ou les assassiner est devenu le premier choix de l'Occident. Par conséquent, récemment, le puissant homme politique sud-africain Julius Malema a salué le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso pour sa position audacieuse. Malgré la pression croissante et le complot de l'Occident contre lui, Ibrahim Traoré n'a pas bougé de sa position. Cependant, après les éloges prononcés lors de son discours, Julius Malema a révélé les plans de l'Occident à ce moment-là. Étant donné que Malema est toujours bien informé, cela doit être pris au sérieux, et le capitaine Ibrahim Traoré doit être prudent. Mais que prévoit l'Occident dont les Africains devraient être conscients pour mieux se préparer? Découvrons cela dans cette vidéo. Lors de son discours lors du lancement de l'Institut panafricain à l'université de l'Ukenya au Kenya, Julius Malema a critiqué la France, la qualifiant de brutale pour sa manipulation persistante de ses anciennes colonies africaines même après leur indépendance. Il a exprimé son soutien aux efforts des révolutionnaires visant à éliminer ce qu'il appelait les marionnettes françaises et l'influence en Afrique. Malema a soulevé des inquiétudes concernant le potentiel de coup d'État parrainé par la France sur le continent. C'est cette préoccupation qui doit être prise au sérieux. Malema a souligné l'impact durable du colonialisme, notant que certains pays africains paient toujours des impôts coloniaux à la France, avec leurs banques de réserve situées en France, hors de leur contrôle. Il a souligné l'importance pour les panafricanistes progressistes de soutenir les initiatives révolutionnaires contre l'impérialisme français dans les sphères politiques, en insistant sur la nécessité de distinguer les mouvements révolutionnaires authentiques de ceux manipulés par la France. Il a exhorté les panafricanistes progressistes à isoler les individus prétendant s'opposer aux marionnettes françaises, mais qui sont en réalité eux-mêmes des marionnettes. Malema a appelé au retrait de tous les soldats français et de la présence militaire du continent, y compris les bases militaires néocoloniales comme le Centre de commandement africain des États-Unis. Il a exprimé le désir d'une armée africaine sur le sol africain et a souligné que l'Institut panafricain devrait fournir un soutien idéologique, politique et technique aux forces progressistes luttant contre le colonialisme. Il faut savoir que Julius Malema est un homme aux ambitions élevées. Il souhaite une Afrique unie, où les pays se tiennent ensemble dans tous les domaines. C'est pourquoi il a proposé la fin des frontières en Afrique, permettant aux gens de voyager à travers le continent en tant qu'Africains. Il a argumenté que la nécessité urgente de rassembler le continent contre le néocolonialisme et l'exploitation ne peut être surestimée. Il a également proposé la création d'une banque centrale africaine, d'une zone monétaire et d'une force militaire collective. De cette manière, les pays africains pourraient prendre en charge leur propre destin sur le plan financier, militaire et politique. Il a en outre affirmé que les Africains ne sont pas responsables des conflits qui se déroulent en Afrique. Ce sont des guerres orchestrées permettant à ceux qui exploitent les ressources africaines de le faire sans entrave. C'est une grande préoccupation que Malema a soulignée. L'Europe a toujours suivi une stratégie de division pour pousser les pays à se battre entre eux. Parallèlement, les pays européens profitent de cette situation et l'exploitent sans entrave. Malema soutient que les Africains ont besoin d'un système de défense consolidé, d'un haut commandement africain pour assurer la stabilité et la sécurité. De plus, il est impératif d'avoir une cour africaine contraignante pour juger les dictateurs qui profitent uniquement de leurs amis et de leurs familles, les soumettant à des poursuites à la manière africaine. Comme l'empereur El Selassie l'avait prévu, le manque d'unité sur le continent africain ouvrirait la voie au néocolonialisme, annonçant le déclin de l'Afrique. La prophétie de l'idéologie révolutionnaire panfécuniste et le diagnostic politique se sont réalisés, a déclaré Malema. Après 50 ans, les Africains ont toujours l'impression d'être des invités sur leur propre continent. Malgré l'indépendance acquise en 1957, d'importantes portions de terre, de ressources minérales, d'animaux et d'océans sont toujours sous la propriété et le contrôle des anciens colonisateurs. Aucun pays du continent africain n'a atteint une émancipation économique et une indépendance complète, y compris le Ghana,
qui a ouvert la voie à l'indépendance mais ne peut pas affirmer que les Africains au Ghana possèdent les moyens de production. Un rapport de 2016 intitulé « Le nouveau colonialisme » révèle que 1101 entreprises britanniques cotées à la bourse de Londres contrôlent environ 1,5 milliard de ressources en Afrique, principalement dans des domaines tels que le pétrole, l'or, les diamants, le charbon et le platine. Cette estimation est conservatrice car elle ne tient compte que des ressources répertoriées par certaines entreprises, de nombreuses autres ne divulguant pas l'étendue de leur contrôle. La plupart de ces entreprises qui ne divulguent pas leurs informations sont concentrées en République démocratique du Congo, profitant du manque de responsabilité adéquate pour les ressources qu'elles exploitent en pleine guerre. Un rapport sur le néocolonialisme révèle en outre que ces 101 entreprises exercent un contrôle sur des ressources clés sur le continent africain. Elles contrôlent notamment 6,6 milliards de barils de pétrole d'une valeur actuelle de 276 milliards de dollars US, 79 500 000 onces d'or d'une valeur de 19 milliards de dollars US, 699 500 000 carats de diamants d'une valeur de 134 milliards de dollars US, 3 600 millions de tonnes de charbon d'une valeur estimée de 216 milliards de dollars US, et 287 millions d'onces de platine d'une valeur de 35 milliards de dollars US. Ces chiffres ne reflètent que l'impact du néocolonialisme britannique en Afrique, sans tenir compte des actions des entreprises françaises, portugaises, espagnoles, belges et italiennes. Les Français continuent d'exercer un contrôle détaillé sur tous les pays qui étaient autrefois leurs colonies, à l'exception des zones récemment libérées du Mali et du Bénin. Malma a soutenu que les anciens dirigeants africains favorisaient davantage leurs colonisateurs que leurs citoyens, cherchant constamment à reproduire la colonisation. Malma a confessé qu'il ne sait pas si les autres regrettent de l'avoir invité après cela, mais il parle en toute vérité, sans crainte ni faveur. Malma a plaidé pour que l'Afrique éduque son peuple sur le fait que ce n'est pas une supplique lorsqu'elle réclame des réparations. C'est une demande de restitution de ce qui nous a été volé, afin que nous puissions prospérer et devenir une nation meilleure. Maintenant, parlons de l'inquiétude de Malma concernant les coups d'État contre les dirigeants africains qui ont juré de servir leur peuple uniquement. Même si Julius Malma a loué le capitaine Ibrahim Traoré et des leaders comme lui, il a exprimé sa préoccupation pour leur sécurité. C'est parce qu'il connaît l'histoire remplie d'assassinats de dirigeants africains par les puissances occidentales. Il a déclaré que les dirigeants africains, lorsqu'ils accèdent au pouvoir et s'opposent à l'Occident, sont susceptibles d'être assassinés. Historiquement, certains dirigeants africains qui ont tenté de tracer des cours indépendants et autodéterminés ont été confrontés à des défis de la part des puissances occidentales. Il s'agit souvent de questions telles que le contrôle des ressources, les politiques économiques ou les alignements géopolitiques qui s'écartent des préférences occidentales. Nous avons vu des cas où des dirigeants résistant à l'influence occidentale ou plaidant en faveur du nationalisme des ressources ont été confrontés à des tentatives de coup d'État, à la déstabilisation politique ou, dans les cas extrêmes, à l'assassinat. Cet argument est généralement présenté dans le contexte du néocolonialisme, suggérant que les puissances occidentales, qu'elles agissent de manière secrète ou ouverte, agissent pour maintenir le contrôle et protéger leurs intérêts économiques et géopolitiques dans la région. L'histoire de l'Afrique est celle d'un continent imprégné du sacrifice de héros révolutionnaires. Entre 1961 et 1973, 6 leaders africains luttant pour l'indépendance ont été assassinés par leurs anciens maîtres coloniaux, avec le décès de Patrice Lumumba du Congo il y a 50 ans aujourd'hui. Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo nouvellement indépendant, est devenu le deuxième des 5 dirigeants des mouvements d'indépendance dans les pays africains à être assassinés dans les années 1960 par leurs anciens maîtres coloniaux ou leurs agents. De plus, Kwame Nkrumah du Ghana a été renversé lors d'un coup soutenu par l'Occident en 1966, et Amilcar Cabral, leader du mouvement de libération d'Afrique de l'Ouest contre le Portugal, a été assassiné en 1973. La mort de Lumumba en 1961 a suivi l'empoisonnement du leader de l'opposition camerounaise, Félix Mumi, en 1960. Plus tard, Sylvanus Olympio, dirigeant du Togo, a été tué en 1963. Mehdi Ben Barka, leader du mouvement d'opposition marocain, a été kidnappé en France en 1965, et son corps n'a jamais été retrouvé. Eduardo Monlan, dirigeant du Frélimo du Mozambique luttant pour l'indépendance du Portugal, est décédé des suites d'un colis piégé en 1969. Ben Barka et Cabral étaient des théoriciens révolutionnaires d'une importance comparable à celle de Frantz Fanon et Che Guevara.
Leur influence s'étendait bien au-delà de leur continent. Lors de la conférence tricontinentale de 1966 à La Havane, organisée par Ben Barka avant sa mort, le leader cubain Fidel Castro a prononcé un discours de clôture où il a reconnu l'un des leaders les plus lucides et brillants d'Afrique, le camarade Amilcar Cabral, qui a instillé une énorme confiance dans l'avenir et le succès de sa lutte pour la libération. Le mouvement du tiers-monde, défiait la domination économique et politique des puissances coloniales, des États-Unis et des dirigeants néocoloniaux favorisés par l'Occident, a connu 2 décennies courtes d'ambition et d'optimisme malgré l'ombre longue jetée par la mort de ses grands leaders. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. Cette défaillance particulière des Nations Unies à protéger Lumumba et ses collègues est aussi significative que celle de Srebrenica en 1995 lorsque 8000 hommes et garçons ont été tués. Les propres mots de Lumumba, écrits à sa femme seulement 4 mois après l'exaltation de la journée de l'indépendance dans la capitale, Kinshasa, rappellent qui il était et pourquoi il signifiait tant pour tant de gens alors et encore aujourd'hui. Il disait, « Mort ou vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes. Ce n'est pas moi qui compte, c'est le Congo. C'est notre peuple pour qui l'indépendance s'est transformée en une cage où l'on nous regarde de l'extérieur. L'histoire dira un jour, mais ce ne sera pas l'histoire que Bruxelles, Paris, Washington ou les Nations Unies enseigneront, mais celle qu'ils enseigneront dans les pays affranchis du colonialisme et de ses marionnettes, une histoire de gloire et de dignité. » Lumumba n'aurait pas été surpris que son successeur, Joseph Mobutu, ait été l'allié stratégique des États-Unis en Afrique pendant 30 ans. Le Congo était trop riche, grand et important pour l'Occident pour qu'il perde le contrôle comme il l'aurait fait si Lumumba avait survécu. Ironiquement, Mobutu a été succédé par Laurent-Désiré Kabila, dont le 10e anniversaire de l'assassinat par ses propres gardes tombe juste un jour avant celui de Lumumba. Kabila est arrivé au pouvoir en 1997 en tant que figure commode des armées du Rwanda, de l'Ouganda et de l'Angola. Il portait une légitimité historique de son implication dans l'une des rébellions contre Mobutu inspirée par la mort de Lumumba. En 1965, Che Guevara était profondément engagé dans sa 2e et avant-dernière tentative catastrophique de changer le monde, s'appuyant sur son concept du Congo de Lumumba. Lorsque Kabila est apparu de l'obscurité en 1997 en tant que leader de la République démocratique du Congo, les journaux africains de Tché de l'Est du Congo n'avaient pas encore été publiés, y compris le commentaire acide « Je connais assez Kabila pour ne pas avoir d'illusions sur lui ». Dans les semaines tumultueuses qui ont suivi l'accession au pouvoir de Kabila en 1997, le grand leader tanzanien Julius Nyerere a visité Kinshasa et s'est adressé à la nouvelle et informe direction. Il n'y a plus d'oncle pour le Congo. N'attendez pas qu'il vienne vous aider. Le pays est le vôtre, et vous devez en assumer la responsabilité, a-t-il dit. Maintenant, il y a eu des rapports selon lesquels la Grande-Bretagne complote pour assassiner des dirigeants pro-russes en Afrique. Une source diplomatique et militaire russe a rapporté que le MI6 avait collaboré avec l'Ukraine pour former une unité de saboteurs de nationalistes ukrainiens et de néo-nazis en vue d'une opération secrète sur le continent. Selon la source, jusqu'à 100 Ukrainiens expérimentés ont été sélectionnés pour cette opération secrète. Cette unité punitive de saboteurs aurait pour objectif de perturber la coopération de la Russie avec le continent, où Moscou cherche à étendre son influence ces dernières années. Une source russe a identifié un lieutenant-colonel ukrainien à la retraite portant le nom de Prashchuk comme le commandant d'une unité supposément formée par les services de renseignement britanniques. Selon la source, l'unité devrait voyager du port fluvial du Danube à Ismaïl en Ukraine vers la ville soudanaise d'Omdurman dans les prochains jours. La source a affirmé que le but de cette unité ukrainienne était de commettre des actes de sabotage sur les infrastructures clés en Afrique et d'assassiner les dirigeants africains favorables à la coopération avec la Russie. Récemment, un général russe de haut rang a affirmé que les États-Unis, principal soutien occidental de l'Ukraine, étaient activement impliqués dans la production d'armes biologiques à des fins offensives potentielles. Igor Kirillov, le chef des troupes de protection contre les radiations, chimiques et biologiques de la Russie, a accusé les États-Unis de rechercher des virus mortels en vue de créer des armes biologiques. Ceci confirme les inquiétudes de Julius Malema. Nous pouvons maintenant voir un schéma selon lequel même après la prétendue décolonisation de nombreux pays africains, l'impérialisme économique des anciennes puissances coloniales reste un défi de taille.
Mais lorsque les dirigeants africains tentent de se libérer de l'Occident, ils sont confrontés à des conséquences graves. Malgré l'indépendance accordée à de nombreuses colonies africaines par de nombreuses nations occidentales au milieu du XXe siècle, elles persistent à exploiter les vastes richesses minérales et naturelles de l'Afrique et à exercer une influence de facto sur les systèmes financiers du continent. En conséquence, de nombreux dirigeants africains qui osent mettre en œuvre des mesures perçues comme des menaces du point de vue occidental, notamment des politiques visant à atteindre l'indépendance économique vis-à-vis de l'Occident, rencontrent une résistance. Dans certains cas, même l'assassinat par les puissances occidentales. La communauté financière africaine, ou le franc CFA, est la monnaie utilisée de force par la France dans 14 nations africaines, dont le Togo et la Guinée, en tant que monnaie légale. En 1945, l'accord de Bretton Woods a incité de nombreux pays, y compris la France, à arrimer leur monnaie au dollar américain. Le dollar américain est devenu la nouvelle monnaie de réserve mondiale, dévaluant considérablement le franc français. En réponse, la France a créé le franc CFA, une monnaie fixée au franc français en tant que substitut. Bien que cela ait effectivement stabilisé l'inflation française, cela a malheureusement facilité l'exploitation économique continue des anciennes colonies françaises en Afrique. En vertu des termes de l'accord de Bretton Woods, les nations CFA devaient déposer 50% de leurs réserves au Trésor français, renonçant ainsi à la moitié de leur autonomie économique au profit de la France. De plus, le franc CFA a été dévalué de 100% par rapport au franc français, donnant à la France un pouvoir d'achat accru dans les pays africains utilisant le franc CFA. Bien que ces mesures aient initialement stimulé les économies de ces pays grâce à une augmentation des exportations dans des secteurs clés tels que la fabrication et l'agriculture, les avantages ont été de courte durée. Au milieu des années 1990, les politiques monétaires françaises imposées aux nations africaines ont entraîné de graves hausses de l'inflation. En réponse aux politiques internationales nuisibles de la France imposées au Togo, Sylvanus Olympio, président du Togo de 1958 à 1963, a tenté d'introduire le franc togolais comme monnaie indépendante et d'établir une banque centrale du Togo. Cependant, avant que ces changements ne puissent être pleinement mis en œuvre, des soldats togolais formés par les Français l'ont assassiné en 1963. Le nouveau dictateur du Togo, soutenu par la France, a maintenu le pays sous un régime de facto français dans le système du franc CFA. En plus du Togo et de la RDC, la Libye est un autre exemple notable d'une nation africaine dont les affaires intérieures ont été perturbées par les nations occidentales. Mouammar Kadhafi, l'ancien dirigeant de la Libye, a été assassiné pour avoir tenté de promouvoir l'indépendance économique africaine par rapport à la dépendance étrangère à l'égard des nations occidentales. Il visait à le faire en instituant l'Union africaine, une banque centrale africaine et en établissant une monnaie africaine indépendante adossée à l'or. Selon un courrier électronique divulgué à Hillary Clinton par son conseiller Sidney Blumenthal, la Libye avait l'intention d'utiliser les 143 tonnes d'or détenues par la Banque centrale libyenne pour créer un dinar d'or pan-africain. Cette monnaie avait pour objectif de fournir aux pays africains francophones une alternative au franc CFA. Blumenthal a décrit à Clinton le plan de la Libye visant à créer une banque centrale africaine adossée à l'or. L'idée d'une banque centrale africaine a déstabilisé l'Occident pour deux raisons principales. Premièrement, une nouvelle monnaie adossée à l'or remettrait en question la domination internationale du dollar, car de nombreux pays africains et arabes, en participant au nouveau système monétaire, n'utiliseraient plus le dollar comme monnaie de réserve au profit de la nouvelle monnaie pan-africaine. Deuxièmement, la nouvelle monnaie remettait en question le contrôle économique de la France sur ses anciennes colonies en fournissant aux colonies du franc CFA une alternative à ce dernier. Dans son courrier électronique, Blumenthal a évoqué cette menace pour le contrôle économique de la France sur l'Afrique comme une des raisons ayant contribué à l'attaque française contre la Libye menée par Sarkozy, ainsi que d'autres facteurs tels qu'un plus grand contrôle sur la production pétrolière libyenne. Conjugué au soulèvement du printemps arabe de 2011 en Libye, qui ont accru les troubles civils et renforcé les groupes terroristes radicaux de la région, la vision de l'Afrique par Kadhafi et ses conséquences potentielles pour l'Occident ont fourni aux responsables occidentaux une justification pour attaquer la Libye et renverser Kadhafi. Dans leur tentative de justifier ces assassinats, les puissances occidentales ont invoqué des raisons humanitaires ou rationalisé leurs actions comme étant économiquement bénéfiques pour la nation africaine en question.
Il peut y avoir une certaine validité limitée dans ces arguments, mais ces motivations présumées servent de simples excuses à l'exploitation des entreprises et des ressources naturelles dans les nations africaines, le tout en se cachant sous le prétexte de la bienveillance et de la moralité. Des pays tels que les États-Unis ont tenté de justifier leur complot d'assassinat en invoquant des motifs humanitaires. Dans le cas de la Libye, les responsables ont évoqué des raisons humanitaires. Cependant, beaucoup soutiennent que la véritable motivation était liée aux idées de Kadhafi sur l'indépendance économique de l'Afrique et la rupture du contrôle occidental sur le système financier africain. Le manque de transparence concernant les réserves d'or et d'argent de la Libye entrave encore davantage la responsabilité publique en matière de gestion des ressources. Même si l'assassinat était uniquement humanitaire, il a laissé la Libye dans un état pire, créant un vide de pouvoir exploité par des factions telles que l'État islamique. L'état actuel de l'infrastructure, de l'ordre juridique et de la pauvreté en Libye s'est détérioré, certains exprimant une préférence pour l'époque de Kadhafi. Ce récit rappelle la situation en République démocratique du Congo, où l'intervention occidentale a préparé le terrain pour des guerres civiles et une instabilité économique. Les nations occidentales utilisent fréquemment des excuses humanitaires pour interférer dans les affaires internes d'autres nations, ce qui entraîne une détérioration de la qualité de vie. De plus, les dirigeants occidentaux justifient leurs politiques économiques étrangères à l'égard de l'Afrique en prétendant avoir les meilleurs intérêts de la nation affectée à cœur. Par exemple, les partisans de la monnaie CFA argumentent en faveur de sa stabilité économique. Cependant, 11 des 14 nations de la zone CFA sont toujours considérées comme les moins développées selon l'indice de développement humain des Nations Unies. Le maintien du système CFA a permis à la France d'acheter des ressources africaines précieuses à bas prix, jetant le doute sur sa prétendue motivation compatissante. Justifier ce contrôle des prix comme la promotion du commerce international est enraciné dans le néocolonialisme, reflétant le paternalisme européen. Les actions de la France, notamment en ce qui concerne la banque panafricaine proposée par la Libye, suggèrent un manque de véritable préoccupation pour les intérêts des nations de la zone CFA, renforçant la perception que les anciennes colonies ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes sans ingérence occidentale. Mes amis, les puissances impérialistes occidentales ont officiellement renoncé au contrôle de leurs anciennes colonies africaines. Cependant, en réalité, elles continuent d'exercer une influence de facto sur ces nations. Cependant, à mesure que cela est remis en question, les pays occidentaux envisagent de montrer leur vrai visage en planifiant d'assassiner les dirigeants africains. Par conséquent, des rapports récents indiquent que les dirigeants africains perçus comme pro-russes, en particulier ceux ayant participé au sommet Russie-Afrique, ont renforcé leur sécurité personnelle en réponse à des renseignements divulgués révélant les plans de l'Occident pour les assassiner. Les mesures de sécurité observées dans les cas impliquant le président Mussolini et le leader kényan William Ruto semblent découler d'informations fournies par les services de renseignement russes pointant vers les intentions des pays occidentaux de nuire aux dirigeants africains favorables à Moscou. Le Kremlin suggère qu'un groupe composé de nationalistes ukrainiens et de néo-nazis, embauché par la Grande-Bretagne, a été formé par le MI6 pour mener des actes de sabotage et des assassinats en Afrique. Cela s'aligne sur les efforts de la Russie pour étendre son influence sur le continent. Qu'en pensez-vous ? L'Occident prévoit-il de remplacer des dirigeants révolutionnaires tels qu'Ibrahim Traoré et le président du Niger ? N'est-il pas vrai que si ces dirigeants africains restent au pouvoir plus longtemps, ils changeront complètement le paysage politique de manière à limiter l'influence occidentale ? Faites-nous part de vos réflexions sur ce que des dirigeants comme Ibrahim Traoré devraient faire pour prévenir les coups d'État et les tentatives d'assassinat contre eux. Si vous souhaitez regarder plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche pour être informé de nos nouvelles vidéos sur un sujet dont on parle peu, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci d'avoir regardé. Et jusqu'à la prochaine vidéo, restez branchés.